Bienvenue à tous. On va démarrer sans plus attendre avec le sommaire qui nous réunit aujourd'hui. Dans un premier temps, avec Laurent, on va vous partager les constats et les enjeux qu'on peut faire sur l'alignement entre les RH recruteurs et les profils tech. On va vous parler et vous partager un certain nombre d'actions qui sont importantes à mener dès l'onboarding d'un recruteur ou d'un RH justement pour créer cet alignement avec les profils tech. On va vous parler aussi des optimisations, c'est-à-dire toutes les actions qu'on peut mettre en place au fil de l'eau et pas que dans l'onboarding, mais vraiment tout au long de la carrière du recruteur. Et enfin, moi, je vais vous partager deux approches qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont la stratégie PeopleOps et Growth Hiring. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'objectif de ces stratégies, c'est vraiment d'ancrer durablement toutes les best practices qu'on va vous partager aujourd'hui dans votre stratégie globale d'acquisition et de rétention des talents. Et du coup, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre première partie. Et du coup, évidemment, j'ai une question pour toi, Laura. Tu es senior tech recruteur. Et au quotidien, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les enjeux que tu vois dans l'alignement entre les recruteurs et les profils tech? Ouais, carrément. Alors déjà, ce que j'ai pu constater, et ça vous avez peut-être dû l'entendre beaucoup, c'est que les candidats, principalement tech, du coup, se sentent pas compris. Ils se sentent pas compris, ils en ont marre en fait même de pas se sentir compris et accompagnés, que ce soit par les recruteurs quand on les approche sur LinkedIn, parce que voilà, on le fait tous, peut-être même dans le process de recrutement d'ailleurs, et puis même après par les RH une fois qu'ils ont rejoint l'entreprise, ils se sentent peut-être pas les plus à l'aise en fait pour parler un peu de leur sujet. Ils n'ont pas le sentiment que les équipes RH en fait les comprennent bien pour pouvoir les accompagner en fait au mieux dans leur carrière. Et ça, c'est vraiment problématique et ça a un impact en fait sur plusieurs choses. Déjà, l'attraction des candidats en tant qu'entreprise, parce que en tant que recruteur, en fait, nous, on est aussi ambassadeurs en fait de l'entreprise. Et donc, si le recruteur ne sait pas s'adresser à eux, ils vont pas forcément être hyper convaincus de l'entreprise. Ou alors le recruteur qui essaye de mettre en avant justement une super expertise technique de l'entreprise, mais qui lui-même n'est pas capable vraiment d'en parler, ne serait-ce qu'un minimum, en fait, les candidats ne seront pas convaincus. Ça fait le lien du coup avec tout ce qui va être image de marque, parce que derrière, les recruteurs peuvent être complètement discrédités, et du coup l'entreprise aussi par la même occasion. Je suis sûre que vous êtes nombreux à déjà avoir vu des screenshots en fait de conversations entre des développeurs. Je vais principalement utiliser le terme développeur, mais bon, on sait bien que les métiers techniques c'est plus large, mais des screenshots de développeurs en fait qui se moquent des messages qui peuvent être reçus, qui reçoivent en fait de la part des recruteurs, les recruteurs qui savent pas faire la différence entre deux technologies, etc. Et puis même, on s'adresse un petit peu tous à eux de la même manière. Et donc, en fait, on n'est pas du tout crédible à leurs yeux. Et donc, ça a forcément un impact aussi sur le recrutement. Et puis, la prochaine étape, tout ce qui va être fidélisation. Comme je le disais, il y a beaucoup d'équipes techniques, en fait, qui se sentent pas du tout compris par les RH et qui ne savent même pas que les RH sont peut-être là pour les accompagner, qui peuvent en fait les comprendre et qui sont là pour les faire grandir, les faire évoluer, les aider dans leur formation, etc. Et donc derrière, forcément, ça joue aussi sur la fidélisation parce que si un candidat tech, un collaborateur tech plutôt, ne se sent pas accompagné, en fait, il essaiera d'aller voir ailleurs. Donc c'est sûr, c'est pas le plus optimal. Ce qui fait que on commence la course bien loin derrière, on se tire un petit peu des balles dans le pied. Et moi, je vais principalement faire le focus sur le recrutement parce que je suis recruteuse, mais à mon niveau, on a quand même pas mal, on fait quand même pas mal face à la méfiance en fait des talents qui sont sursollicités et nous, on n'est pas forcément les plus à même de bien faire notre travail à ce sujet. Du coup, ce que je voulais vous dire derrière ça, c'est que il y a plein de choses en fait qu'on peut faire et c'est important d'établir une relation de confiance. Pourquoi? Déjà pour que les candidats nous répondent à nos messages, il faut savoir parler leur langage et être sur la même longueur d'onde qu'eux. Alors quand je dis parler leur langage, c'est pas forcément savoir coder, savoir faire un algorithme ou designer une page, mais vraiment s'intéresser vraiment à eux, à leur métier, à leur quotidien, à leurs obstacles, à leurs enjeux, à leurs ambitions, vraiment s'intéresser en fait à ce qu'ils font.
Et de mon expérience, j'ai vu qu'un recruteur qui sait ce dont il parle aura déjà plus de chances d'obtenir un retour positif de la part des candidats quand on les contacte. Et donc, le candidat se sentira davantage en confiance parce qu'il se dit, ah, enfin, un recruteur je suis développeur Java, un recruteur qui ne me parle pas de JavaScript, enfin, il me parle de Java, il sait ce dont il parle, je me sens un peu plus en confiance. Et ça, c'est cool. Euh, un recruteur aussi qui connaît et qui comprend les métiers saura, du coup, par extension, mettre en avant les éléments différenciants du rôle. Si on va juste voir un candidat tech en lui disant rejoins une entreprise très dynamique sur un produit innovant, oui, bah, toutes les entreprises sont dynamiques et ont un produit innovant. Ça aide pas forcément le talent tech à faire son choix. Et donc, en tant que recruteur, quand on fait ses recherches et qu'on comprend les métiers, on saura mettre les spécificités du rôle, du contexte, de la stack, des opportunités aussi par la suite. Et on saura vraiment être au plus proche en fait de leur langage, de ce qui leur parle. Et donc, on arrivera plus facilement à les convaincre déjà de nous répondre et on l'espère de nous répondre positivement. Et enfin, aussi, ce qui est super important, c'est tout ce qui va être la crédibilité en fait du recruteur. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut que les talents tech comprennent, c'est qu'on n'est pas juste là pour recruter n'importe qui, mais on est aussi là pour se positionner comme un partenaire de confiance en fait envers les candidats et comme un coach. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on doit comprendre en profondeur le métier et les envies en fait des candidats pour voir si ça match avec ce que l'entreprise a à proposer à court, moyen, long terme. Oui, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas faire ce travail et s'assurer en fait que ça colle un minimum et que ça va dans la même direction, forcément ça aide. Et donc c'est pour ça qu'être honnête en fait avec le candidat sur l'entreprise, sur ce que l'entreprise en fait peut proposer ou non. Je dis ou non parce qu'en fait ça peut arriver aussi de refuser des candidats parce qu'on se rend compte que leurs aspirations ça correspond pas à ce qu'on a à offrir. Et même si c'est pas forcément évident en tant que recruteur de dire au candidat, en fait non, il vaut mieux qu'on arrête le process maintenant parce que ça colle pas, il vaut mieux ça et en fait être honnête, droit dans ses bottes et aller dans la bonne direction plutôt que de faire venir un candidat qui sera malheureux au bout de peut-être une semaine ou ne serait-ce que 2-3 mois parce qu'il se rendra compte en fait que on n'a pas été honnête et qu'on n'allait pas dans ce sens. Et donc, j'ai un retour assez intéressant à vous partager et j'étais assez contente là-dessus parce que tout ce que je vous présente, j'essaye en fait de l'appliquer au quotidien. Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, j'essaye de l'appliquer. Et il n'y a pas très très longtemps, ça doit faire quelques semaines, j'ai un candidat que j'avais eu en process, ça fait maintenant quelques mois, qui est revenu vers moi en me disant Laura, je t'écris, j'ai beaucoup apprécié le process qu'on a fait ensemble. Euh, j'ai aimé en fait ton approche du recrutement. En fait, j'aimerais te poser quelques questions parce qu'en fait, ma femme recherche aujourd'hui quelque chose et en fait, il voulait des conseils tout simplement sur ce qu'elle pourrait potentiellement améliorer. Est-ce qu'elle doit faire une formation particulière, une certification parce qu'elle essaye de se réorienter? Et j'étais hyper contente en fait à ce moment-là parce que je me suis dit que j'ai vraiment réussi à créer cette relation de confiance avec ce candidat. Et puis en retour, il me fait confiance. Bon, après, je me doute bien que voilà, il va peut-être s'adresser aussi à d'autres personnes, mais en tout cas, j'étais une personne pour lui de référence qui pourrait potentiellement lui donner des conseils intéressants du coup pour la prochaine étape que sa femme souhaitait donner à sa carrière. Donc quand on arrive en fait à ce niveau-là de confiance en fait qui est créé, on voit que des personnes d'anciens candidats, par exemple, peuvent même être ambassadeurs de Miracle ou en tout cas du recruteur avec qui ils ont échangé parce que ça s'est super bien passé entre nous et donc ça, pour le coup, c'est vraiment top. Trop bien, merci. Merci, c'est hyper valorisant du coup parce qu'effectivement, c'est quand même le rôle principal, c'est le côté aussi créer des relations de confiance et se dire que si on fait pas forcément un recrutement à court terme, il y a peut-être des opportunités qui peuvent aussi se développer à moyen, à long terme et c'est toujours d'avoir ce goût de karma et cette bonne conscience de recruteur qui va pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs vraiment
sur le long terme. Il y a une question justement qui nous est posée par Marine dans le chat. Peut-être que ça peut être un bon moment pour l'apprendre, puisque tu parlais du fait que c'était pas forcément nécessaire pour les recruteurs et les RH de parler le langage technique du profil tech, justement. Mais du coup, est-ce que c'est pertinent quand même à un certain niveau de suivre une formation type bootcamp ou d'apprendre les bases du code? Je pense que ça va pas mal dépendre. Enfin, si t'es curieuse et puis que tu as le temps et l'argent aussi pour le faire, parce que bah, des fois c'est assez coûteux aussi, pourquoi pas? Après, je pense qu'il faut pas non plus s'enfermer nécessairement dans un bootcamp. Si tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider et sur lequel tu pourras capitaliser en fait sur le moyen long terme, pourquoi pas? Moi, à titre personnel, j'ai pas suivi de formation en tant que telle en code ou un bootcamp ou autre. Et puis en plus, on en parlera un petit peu plus loin dans le webinaire comment je m'y suis prise. Et pourtant, je m'en sors. Je pense que tu n'as pas besoin de rentrer vraiment dans les détails du code pour savoir parler en fait le langage en fait des candidats. Il faut juste déjà comprendre un petit peu dans les grandes lignes ce qui se passe, les concepts. Et voilà, tout à fait comme le dit Morgane, en fait, avoir un vernis technique, ça suffit. Après, évidemment, tu peux pousser clairement la chose si ça t'intéresse et puis quasiment être au même niveau qu'un développeur. C'est pas nécessaire aujourd'hui pour bien faire son job. Après, tout est bon à apprendre derrière et ça peut toujours être utile, ça c'est sûr. Top. Et pour rebondir par rapport aussi au vécu et au constat que je peux faire, alors c'est vrai que Laura est recruteuse, donc elle a un regard porté focus sur le recrutement. Moi, je travaille plutôt avec et des recruteurs, mais aussi beaucoup de professionnels RH. Et donc, ce que je peux aussi constater, c'est, et on parle de ça, hein, là, on parle justement, est-ce qu'il faut se former, est-ce qu'il faut avoir ce vernis technique ou aller plus loin, etc., se former sur le terrain, là, comme Marine le suggère. En fait, je trouve que c'est le même constat qu'on fait côté RH, c'est-à-dire que les RH sont connus, hein, c'est leur métier, c'est leur mission de former les collaborateurs, d'aider les collaborateurs, voilà, tout type de collaborateurs confondus, à se développer, à monter en compétences, à évoluer dans l'organisation. Mais finalement, le constat que je peux faire aussi, c'est que les RH ne sont pas forcément elles-mêmes les premières concernées, les bénéficiaires de ces formations-là. C'est pas forcément c'est quelque chose qu'elles donnent, c'est pas forcément quelque chose qu'elles reçoivent en retour. Et c'est aussi pour ça que, entre guillemets, on peut reprocher aux RH, aux recruteurs de pas parler tech ou d'être un petit peu loin des métiers tech, mais c'est parce que justement, elles sont pas forcément les premières formées là-dessus. Et aussi, je pense que peut-être vous allez nous le dire, justement, on a une question qui porte là-dessus, mais on se rend compte que la tech, ça fait peur. La tech, ça fait peur. Les professionnels RH, même les recruteurs ou même voilà, des personnes issues d'autres métiers, on n'a pas forcément l'habitude de traiter ces sujets, ces compétences-là. Dans les RH, on parle surtout de compétences humaines, de compétences molles et des sujets qui peuvent paraître hyper techniques comme l'univers tech, ça fait peur. Alors qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de démystifier ce sujet-là, de montrer en fait aujourd'hui avec toutes les avancées qu'on fait et toutes les nouvelles technologies, les nouvelles techniques qui se développent, aujourd'hui, même avec le no-code, etc., il y a quand même des manières de prendre en main, de se familiariser l'univers tech pour les RH et pour tout le monde de manière globale. Donc, il y a vraiment un sujet autour de démystifier tout ça et montrer et accompagner les RH et les recruteurs dans le fait de dépasser cette peur et de dépasser le fait de donner des formations, d'être toujours à donner, mais aussi de se dire, OK, nous aussi, il faut qu'on reçoive. Et justement, c'est la question que je vais vous poser, mais c'est aussi tout ce qu'on va traiter dans ce webinaire avec Laura, c'est comment est-ce qu'on vous donne les clés, recruteurs et RH aujourd'hui, pour vous familiariser avec l'univers tech sans devenir des professionnels, des experts techniques, mais en tout cas, de vous donner les capacités et de vous aider à booster votre impact auprès de ces profils-là avec une meilleure compréhension en fait de leur quotidien aussi et de leurs enjeux. Du coup, je vous partage un deuxième sondage aujourd'hui, complètement sur ce sujet-là par rapport à la tech. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Avec 3 propositions du coup qui s'affichent sur votre écran. Level 0, je n'y connais rien. Level 1, j'ai les bases pour échanger. Et level 2, je suis un ou une pro de la tech. Dites-nous un petit peu comment vous vous situez là-dedans. Alors là, pour l'instant, on a une majorité de personnes qui votent sur le level 1, donc les bases pour échanger. Et ce que tu disais, Laura, c'est qu'a priori, c'est suffisant. On n'a pas forcément besoin d'être un pro de la tech pour faire ce métier. Et du coup, merci pour vos réponses.
On va justement rebondir par rapport à tout ça. Comment on va créer cet alignement? On l'a dit et on en est tous convaincus. Je pense ici, l'alignement entre les RH recruteurs et les profils tech, il est essentiel pour mieux attirer et fidéliser ses talents. Mais c'est facile à dire. Mais justement, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Laura, toi, côté Miracle, tu commençais à nous teaser. Comment est-ce que vous faites exactement pour créer cet alignement et ça notamment dès l'onboarding d'un recruteur? Ouais, effectivement, chez Miracle, ça va vraiment commencer dès l'onboarding, en fait, d'un nouveau recruteur, en fait, chez Miracle. Déjà, quand un nouveau collaborateur, de manière générale, hein, pas juste un recruteur, arrive chez Miracle, il va recevoir ce qu'on appelle un launch plan. Donc, en gros, en fait, c'est une feuille de route qui va détailler les activités et les attentes sur les premières semaines et les premiers mois. C'est un petit peu un guide en fait qui va accompagner les collaborateurs sur le début pour savoir à qui s'adresser, quelle documentation lire, quels sont les objectifs en fait sur les premières, on va dire, milestones à avoir pour avoir un onboarding réussi. Et du coup, ces launch plans, ils vont comporter plusieurs catégories. Et donc, la première partie, ça va être la partie développer des relations. Ce qu'on entend par là, ça va être un nouveau recruteur qui arrive chez Miracle à des rencontres planifiées avec les membres de l'équipe recrutement, bien entendu, avec les membres de l'équipe RH, parce que forcément, en tant que recruteur, on va beaucoup travailler avec l'équipe RH, mais aussi avec des membres des équipes tech, en fait. Et donc, ça nous permet de découvrir déjà un petit peu quels sont les interlocuteurs clés par équipe. Alors par équipe ou même par rôle, en fait, pour se dire, tiens, je vais parler à un développeur Java, je vais parler à un architecte, je vais parler à un product designer. Et comme ça permet déjà de les rencontrer et d'en savoir un petit peu plus sur leur métier, etc. Et toutes ces rencontres mises bout à bout, ça permet d'avoir déjà une vue d'ensemble, au final, des métiers chez Miracle et de se rendre compte un petit peu comment ils sont liés un petit peu les uns aux autres. Parce que des équipes techniques, c'est bien des équipes techniques, c'est pas juste des métiers qui forment des silos. En fait, il y a beaucoup de synergie entre les métiers. Et bien comprendre ça, c'est ce qui permet aussi de créer un petit peu cette richesse après dans notre discours quand on parle aux candidats et qu'on parle de l'activité de Miracle et surtout de l'organisation. Au-delà de la partie relation et connaître les gens, parce que c'est vrai que c'est super sympa, il va y avoir toute la partie un petit peu tradition. Et donc là, pareil, dans le cadre du launch plan, sur les premières semaines, un nouveau recruteur doit participer au rituel des équipes techniques. Et donc, ça peut être assister à un daily ou même plusieurs daily. Du coup, le daily, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment les petites réunions chaque jour le matin des équipes. Donc même plusieurs daily pour voir un petit peu comment ça se passe un daily dans une équipe data, dans une équipe de développement, dans l'équipe architecture, etc. pour voir un petit peu comment ça s'organise. Et puis tous les autres rituels qu'ils peuvent avoir, donc que ce soit les rétros, les démos, les kick-offs aussi. Chez nous, c'est à chaque début de trimestre, mais après, voilà, c'est très propre à Miracle. Mais en tout cas, essayer d'assister à leurs rituels parce que tout moment auquel il est bon d'assister, ce sont des bons moments auxquels il est bon d'assister pour comprendre un petit peu les dynamiques d'équipe, le fonctionnement, l'organisation, le rôle de chacun, et surtout en savoir plus au final sur leur vrai, entre guillemets, quotidien, et pas juste celui qu'on imagine. Je dis ça parce que justement, le gros stéréotype des développeurs, c'est quelqu'un qui passe sa journée derrière son ordinateur à juste taper des lignes de code. En fait, si vous assistez à leur rituel et si vous passez un petit peu de temps avec eux, vous vous rendez compte que oui, ils font ça, mais clairement pas que. C'est aussi beaucoup de discussions entre eux pour revoir leur code, des réunions de conception où du coup, ils vont discuter justement de l'implémentation qu'il faut avoir sur les fonctionnalités, etc. Et donc, en fait, ne pas se mettre des œillères sur ce qu'on peut imaginer d'un métier, mais vraiment aller voir en fait à quoi ça ressemble tel quel. Et enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est une partie un petit peu formation, entre guillemets. Ce qu'on entend par là, c'est qu'en fait, début 2022, on a voulu rationaliser un petit peu le temps des équipes tech, parce que avant, quand il y avait un nouveau recruteur qui arrivait, à chaque fois, on avait un petit parcours où chaque recruteur rencontrait chaque type de métier.
Et en fait, avec l'équipe recrutement qui a grandi, on s'est dit, non, en fait, il faut rationaliser ce temps-là des équipes tech, bien entendu. Et donc, on a créé des enregistrements de présentation métier que maintenant on présente à chaque nouvel arrivant dans l'équipe recrutement. Donc, on a enregistré comme ça 12 vidéos qui expliquent chaque métier chez Miracle, chaque métier tech, leur quotidien, leurs techno, leurs enjeux, etc. Ça se présente un petit peu comme ça, dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté à mon niveau déjà d'identifier des interlocuteurs clés pour chaque métier. Je suis allée les voir en fait pour voir si le principe en fait les intéressait d'avoir une présentation et du coup enregistrer leur présentation pour capitaliser et rassembler tout ça un petit peu dans un seul et même endroit. Donc là, vous le voyez à gauche, en fait, c'est une page Confluence, tout simplement, qu'on a créée, qui est cette formation pour les non-tech, on va dire. Et donc là, vous voyez les 4 premières vidéos, mais au final, effectivement, il y en a 12. Et donc, on s'est mis d'accord sur l'enchaînement des sessions qu'on allait avoir pour que l'enchaînement soit plus ou moins chronologique, entre guillemets, par rapport au cycle de développement chez Miracle et que ça fasse à peu près sens. Ça peut jamais être complètement chronologique parce que forcément, c'est pas séquentiel, les métiers dans la tech. Mais en tout cas, essayez, là, comme vous le voyez, d'avoir la première session sur le product management pour déjà présenter le produit chez Miracle et comment tout le reste, en fait, en découle. La partie design pour imaginer les workflows, en fait, de travail une fois que les personnes sont sur les applications Miracle. Et puis après, les parties un petit peu plus développement. On a discuté de ça, on a discuté aussi de la durée des sessions, du contenu, parce que encore une fois, c'est à destination de personnes non tech, donc il faut trouver le bon équilibre entre vulgariser assez pour qu'on comprenne, tout en rentrant quand même assez dans des sujets tech pour que nous, on comprenne bien, qu'on s'imprègne bien de ce vocabulaire et surtout derrière qu'on sache en parler et donc du coup se démarquer. Et c'est ce que vous pouvez voir sur les slides un petit peu plus à droite. Donc par exemple, une présentation front où déjà, c'est vraiment des descriptions de base, mais savoir faire la différence entre ce que c'est du HTML, du CSS et du JavaScript, à quoi ça peut ressembler. C'est quoi la différence entre un data engineer, un data scientist en termes de mission et puis même de technologie utilisée. Ça donne en fait une petite overview au final, beaucoup de recruteurs n'ont pas, même cette base, beaucoup de recruteurs n'ont pas. Et en fait, avoir ça, c'est déjà une mine d'or pour nous, pour pouvoir en parler, vraiment s'imprégner des sujets. On a fait cette formation, ça s'est étendu sur 2 semaines à peu près. Et donc, tous les enregistrements ont été rassemblés sur cette page Confluence et aujourd'hui, elle est mise à disposition de tous les nouveaux recruteurs avec le deck de slides qu'on avait. Et du coup, chaque présentation en fait, qui a été enregistrée sur Zoom, c'est principalement à destination des recruteurs, mais après, même les HRBP peuvent y avoir accès ou toute autre personne au final non tech. Ça a principalement été fait pour nous, mais toute personne non tech chez Miracle peut avoir accès à ça et donc c'est super cool. Et du coup, après, on a eu des super retours des personnes qui ont suivi cette formation, entre guillemets, à la fois pour bien comprendre les métiers et les outils chez Miracle et aussi comment tout ça, ça s'inscrit en fait dans un contexte Miracle un petit peu plus global. Donc ça, on est vraiment content d'avoir réussi à faire ça. Et je sais que ça s'inscrit pas mal dans la continuité de ce que vous faites aussi chez Aigo, Morgane. Ouais, complètement. Mais là, je trouve ça génial. Honnêtement, on en a déjà parlé avant aujourd'hui, évidemment. Mais là, quand tu réaffiches tout ça à l'écran et on est entouré de recruteuses et recruteurs sur le webinaire, et je trouve que vous avez vraiment réussi à incarner une approche, un mindset que vous avez, mais de le rendre hyper tangible et de le rendre accessible à vos talents, à vos recruteurs dès leur arrivée. Et ça, c'est fort parce que c'est ça qui va déterminer toute la suite de comment eux, ils vont aussi impacter les talents. Donc, c'est génial de proposer ces formations-là en début de carrière. Je pense que c'est déterminant, c'est essentiel et ça fait toute la différence. N'hésitez pas à nous partager dans le chat aussi si vous avez de votre côté des bonnes pratiques. Là, je vois Marine qui nous partage aussi que chez elle, il y a un Tech Friday Meeting. Je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir ce type de rituel. Et c'est vrai, pour compléter par rapport à ce que tu partageais sur cette partie-là, sur la partie onboarding, les recommandations moi aussi que je peux ajouter par rapport à tout ça, c'est des rituels. Tu en parlais, Laura, tu parlais
d'assister aux rituels tech pour mieux comprendre, s'imprégner aussi de leur quotidien et pas avoir de stéréotypes sur ce qu'on croit que ces talents font, mais en vrai, qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et là, moi, ce que j'ai envie même de vous proposer, c'est d'aller peut-être même un cran plus loin et pourquoi pas même d'adopter certains rituels. Là, pour le coup, dès l'onboarding, il y a des choses qui sont sympas à mettre en place. Ce que je vous partage à l'écran, c'est ce que j'appelle des knowledge sharing / brown bag lunch ou matinal. En fait, très simplement, ce sont des créneaux de 45 minutes à 1 heure que vous passez soit en matinale sur le petit déjeuner, en brown bag lunch, vous le faites sur votre déjeuner. Et l'idée, c'est qu'une personne, alors là, une personne de l'équipe tech, prenne un sujet qu'il a envie de présenter, un sujet tech qu'il a envie de présenter à ses collègues. Là, c'est quelque chose de complètement ouvert, presque même d'informel. Et sur la pause déjeuner, on écoute la personne qui lance un sujet, qui lance un débat et qui vient apprendre des choses. Donc, le but, c'est de se nourrir les uns des autres, c'est d'apprendre les uns des autres. Et l'idée, c'est que vous, recruteurs RH, vous puissiez participer à ces temps plus ou moins informels pour mieux comprendre l'univers tech, expliqué par des techs eux-mêmes, mais rendu accessible, en fait, à tout collaborateur. Et c'est ça qui est bien, je trouve, aussi dans les formations que vous proposez chez Miracle, c'est les formations pour les non-technical workers. C'est hyper important parce qu'il faut vulgariser, on a parlé de ce mot-là, démystifier, et je pense que du coup, d'adopter certains rituels comme ça dès l'onboarding, c'est plutôt intéressant. Et la deuxième chose que je vous partage, c'est la librairie de contenu. C'est quelque chose qu'on met en place aussi dans l'onboarding d'Aigo pour tout le monde. Et c'est quelque chose que je recommande vraiment pour tout type de profil. C'est de donner accès, alimenter en continu une librairie de contenu. Nous, là, on l'héberge sur Notion, mais j'imagine que sur Confluence ou sur vos outils internes, c'est complètement possible aussi. Des ressources complètement ouvertes à toutes et à tous dans l'entreprise, avec pourquoi pas des filtres, des tags ou des choses comme ça qui permettent de filtrer, je veux me renseigner sur, je veux récupérer des ressources plutôt tech, et de découvrir du coup des ressources pertinentes pour monter en compétences, et ça de manière autonome, parce qu'on va en parler aussi sur les optimisations au fil de l'eau. Tout ça, c'est permis par deux piliers, à la fois l'organisation et la structure de l'entreprise, ce que met en place Miracle pour aider les recruteurs qui arrivent chez eux à faire le job de la bonne manière, d'avoir la bonne approche, mais aussi vous, recruteurs, recruteuses, votre propre mindset, votre curiosité, votre envie d'aller toujours plus loin, de faire les choses à fond, et du coup d'avoir cette capacité à s'auto-former, d'avoir des librairies de contenu partagées avec tout le monde, et de pouvoir du coup apprendre sur les sujets tech avec des formats variés, et de pouvoir du coup enrichir, grâce à cette librairie de contenu, enrichir des knowledge sharing, des moments où on peut, de manière plus ou moins formelle, échanger et alimenter les discussions. Donc ça, c'était vraiment tout ce qu'on peut vous partager sur la partie onboarding, des actions clés à mettre en place, un vrai focus fort dès l'arrivée, parce que c'est hyper important. Ce moment d'intégration, il est déterminant dans la vie du collaborateur. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'optimiser tout ça en continu et de pérenniser l'approche. C'est ce qu'on va vous partager là dans un second temps, l'optimisation. Et du coup, toi, Laura, je reviens vers toi parce que tu as quand même pas mal de choses qui ont été mises en place côté Miracle. C'est quoi tes conseils et tes retours d'expérience en termes justement d'optimisation, là, cette fois-ci, vraiment au fil de l'eau, au fil du temps? Ouais. Alors là, pour le coup, effectivement, je vais surtout parler côté recruteur parce que même si je passe un petit peu de temps avec nos HR VP, je connais clairement pas tous les tenants et les aboutissants de leur quotidien. Mais en fait, comme tu le disais, chez Miracle, enfin, au vu en fait de notre contexte, on a surtout misé sur la partie onboarding. C'est-à-dire que dès le début, on a vraiment misé sur la compréhension des métiers et des enjeux. Parce qu'en fait, on considère que ça fait partie intégrante de l'onboarding. Et en vrai, quand on se rend compte que quand on arrive dans une entreprise, c'est justement au début qu'on prend le temps de se pencher sur ces sujets-là et de les creuser à fond. Parce que après, forcément, le manager va commencer à avoir des attentes, il faut commencer à délivrer. Et en vrai, faut pas se leurrer, on prend plus du tout le temps de faire ça. Et donc, c'est dès le début qu'il faut vraiment miser sur tout ce temps, entre guillemets, qu'on a de libre pour vraiment comprendre un petit peu tout ça en profondeur. Une fois qu'on commence le day-to-day de son job, en fait, ça devient beaucoup plus difficile de bloquer du temps pour se sortir de ces sujets et des urgences pour aller se former et se documenter.
même si évidemment je vous encourage à le faire, mais on le sait tous, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, en fait, on considère aussi qu'une bonne compréhension de tous ces sujets tech dès l'onboarding, ça facilitera aussi le quotidien et le rôle du recruteur par la suite, parce qu'on donne toute la connaissance en amont pour que les échanges soient plus fluides par la suite, que ce soit avec les candidats ou même avec en fait, les équipes tech, les hiring managers, etc. Pour que les connexions du coup se fassent plus rapidement et que quand on aborde un nouveau sujet ou quand on recrute pour une nouvelle équipe, ça se fasse, je vais pas dire du tac au tac, mais en tout cas que ça se fasse beaucoup plus rapidement. Et du coup, dans cette continuité, ce qu'on a fait, c'est que chez Miracle, alors c'était déjà en place avant que j'arrive, mais ça a continué à être optimisé, c'est ce qu'on appelle un trail. Le trail, en fait, chez Miracle, c'est un environnement interne qui permet à un nouveau collaborateur, du coup, de mettre en place sa marketplace. Le cœur d'activité de Miracle, c'est la marketplace. Et donc, on a créé, en fait, cet environnement pour qu'on ait un environnement e-commerce de base, sur du Magento, par exemple, sur lequel on vient connecter, en fait, l'environnement marketplace de Miracle. Et donc, ça nous permet un petit peu de jouer avec l'outil, avec les fonctionnalités, de découvrir la documentation. Ça ne se fait pas au feeling, on a une documentation à suivre pour réussir à mettre en place ça. Et donc, se familiariser encore plus avec nos technologies et le quotidien de nos équipes, cette fois-ci aussi d'un point de vue fonctionnel, pour qu'on comprenne aussi comment ça marche. Hein. La technique ne va de pair, bien entendu, avec le fonctionnel. Et donc, ça permet vraiment de creuser un petit peu ça. Pour autant, il faut aussi continuer de notre côté à faire une veille constante. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers en se disant « bon, j'ai fait le trail, j'ai fait la formation, j'ai suivi les vidéos techniques, maintenant c'est bon, je peux tout faire, je suis invincible ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Le monde de la tech, vous le savez, il évolue très vite. Il y a constamment des nouveaux métiers, des nouvelles appellations, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies. Ça ne s'arrête pas. Et en plus de ça, les candidats aussi ont de nouvelles attentes. Post-Covid, par exemple, vous l'avez vu, les candidats sont en recherche de toujours plus de flexibilité, d'autonomie, de liberté, de sens aussi dans leur travail. Et donc, toutes ces tendances, on va dire, à la fois culturelles, entre guillemets, et à la fois techniques, font qu'il faut se tenir informé. C'est super important. Et donc, cette veille, elle peut passer par plusieurs canaux, en fait. Déjà en interne, encore une fois, vous avez la richesse d'avoir des équipes en interne, ou en tout cas avoir des gens beaucoup plus proches de vous qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et donc, ça va être tout simplement passer du temps avec eux, parce que forcément, eux aussi, ils sont au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies. Et ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire de manière, entre guillemets, informelle et courte, prendre un café avec quelqu'un, déjeuner avec les équipes, continuer à s'intéresser en fait à elles et à leur quotidien, aux changements auxquels elles font face, comment elles s'adaptent, etc. Ça peut se faire de manière informelle, mais un petit peu plus longue, tout simplement aller s'installer en fait avec les équipes dans leur open space et vraiment entre guillemets faire partie intégrante de leur environnement de travail, vivre avec elles entre guillemets au quotidien, écouter ce qui se dit en fait dans l'open space. Il y a beaucoup de richesse en fait qui vient de là, donc c'est comme ça aussi que vous pouvez récupérer de l'information assez facilement. Et puis ça peut aussi se faire encore une fois de manière un peu plus formelle, continuer à assister en fait au rituel des équipes, les délits, les rétros, les démos, les kick-offs, tout type un petit peu de rituel qui est mis en place et qui peut continuer à faire évoluer en fait votre connaissance de l'interne et puis voir comment eux aussi ils changent un petit peu au quotidien. Après, il faut aussi continuer à être proactif et donc ça peut se faire aussi côté candidat. Lors de votre sourcing, quand vous faites vos relances, quand vous faites vos premiers appels, quand vous faites les entretiens, les candidats sont aussi au plus proche de la réalité du marché. Et donc, c'est important aussi de poser les bonnes questions, d'en tirer les bonnes conclusions et les bons patterns, entre guillemets, pour se tenir informé, encore une fois, des tendances sur le marché et puis des nouvelles choses dont les équipes en interne n'ont pas forcément conscience ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas toute la visibilité. Donc vraiment miser à la fois sur l'interne et l'externe via les candidats et aussi via les communautés, que ce soit des communautés tech. Donc là, ça peut soit passer par, vous pouvez vous renseigner en fait en interne auprès de vos équipes tech
qui peuvent vous donner des pistes justement de communauté, que ce soit des Slack, des Meetup, d'autres événements auxquels eux, ils sont réceptifs. Donc, soit ils peuvent vous faire du feedback de quelque chose en fait qu'ils ont vu passer dans la communauté et qu'ils trouvent intéressant, soit même à votre propre initiative en fait, aller à des meet-up, assister à des webinars, lire des articles que vous pouvez trouver vous-même sur l'actualité technique, mais aussi l'actualité recrutement. Vous n'êtes pas seul. Dans le recrutement, il y a d'autres recruteurs qui font face exactement aux mêmes problématiques que vous et qui ont peut-être déjà en fait concocté des listes de tendances actuelles, de newsletters à suivre, côté recrutement, aussi côté tech, etc. Donc c'est hyper important d'avoir ces deux petites clés, la proactivité et la curiosité, parce que comme vous serez au courant des dernières actualités, vous serez encore plus crédible aux yeux des candidats et du coup, vous aurez clairement une longueur d'avance sur tous les autres recruteurs qui prennent pas le temps en fait de faire ce travail. Et personnellement, c'est aussi ça que j'adore en fait dans ce métier de recruteur, c'est que en fait, on peut ne jamais s'ennuyer en fait à partir du moment où on continue à découvrir de nouvelles choses, de se renseigner, etc. C'est vraiment top et c'est hyper stimulant sur le plan intellectuel et puis aussi relationnel en fait de continuer à apprendre des autres. Super intéressant, merci. On se rend compte qu'effectivement, il y avait un focus sur l'onboarding, mais il y a encore plein de choses à penser et à mettre en place tout au long du chemin, tout au long de la carrière du recruteur et des profils tech. Je vous le disais dans le chat, on est déjà à quelques minutes avant la session de Q&A, questions et réponses, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions juste en dessous, en bas à droite de vos écrans. Pour poursuivre un petit peu sur ce que tu disais, on a pas mal parlé des rituels tech aujourd'hui et justement je voulais vous les illustrer ici avec la manière dont chez nous, chez Aigo, on les interprète à notre version. On s'est complètement approprié les rituels tech. On a parlé beaucoup de la rétrospective. Il y a la weekly aussi. Là, je vous ai montré en capture d'écran un petit peu ce que ça donne. La weekly, nous, on l'a fait tous les lundis matins. Les screenshots, c'est ce que vous voyez en bas à gauche de votre écran avec le mood meter, parce qu'on commence toujours notre weekly de 30-45 minutes en se demandant déjà comment ça va, si on a passé un bon week-end, dans quel mood on est pour démarrer la semaine. On se partage nos goals of the week, c'est-à-dire vraiment les sujets qui sont importants, qui vont ponctuer notre semaine. On se donne de la visibilité en fait sur la semaine de chacun, parce qu'on n'est pas toujours amené à se croiser tous les jours. Donc, on se donne de la visibilité, on se partage les actus et on voit s'il y a des choses ou des sujets sur lesquels on a besoin de se croiser. Donc, dès le lundi matin, on sait se dire « Ah, ok, Laura, je vois que tu vas travailler sur ce sujet-là. On peut peut-être se croiser. Viens, on se crante un meeting jeudi midi. » Voilà, c'est vraiment le moment où on peut se synchroniser, se donner de la visibilité sur tout ce qu'on fait. Et ça, hyper pertinent pour tout type de métier, RH, recruteur, etc. Les rituels tech sont vraiment utiles. Et sur la partie rétrospective, ce que vous voyez plutôt à droite, là, c'est l'exemple que vous connaissez peut-être du Speedboat, où là, nous, on se réunit en fait chez Aigo une fois par mois à la fin du mois. Et en fait, on fait le point, on capitalise sur la période qui vient de s'écouler. Donc, on se dit, ok, là, le mois de décembre est en train de s'écouler doucement. En fin décembre, on va se retrouver, on va se dire, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé d'un point de vue collectif, individuel. Vraiment, c'est un moment où on peut tous dire. Ça fait partie aussi de la culture d'Aigo d'avoir ces temps où on est transparent, on est honnête et on se dit les choses telles qu'elles sont dans un but d'amélioration continue. Et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer, quels sont les freins, les obstacles qu'on a pu rencontrer. Voilà, on fait tout un point, on prend au moins 1h30 pour faire ce point-là. C'est hyper important, c'est très culturel après, mais vous verrez, adopter quelques rituels tech et vous verrez que c'est hyper bénéfique. Et sur quelques vracs de best practice en plus qui pouvaient me venir à l'esprit sur le sujet des optimisations au fil de l'eau, c'est de favoriser l'accompagnement RH de bout en bout. C'est vrai que ça peut paraître évident, mais je pense que c'est pas forcément fait dans toutes les entreprises. Je crois que c'est fait chez vous côté Miracle, Laura, mais c'est vraiment d'avoir un HR qui va s'occuper ou un recruteur qui va vraiment s'occuper de l'accompagnement de la personne, du profil tech ou de tout collaborateur. Vraiment jusqu'au bout, ça permet de mieux comprendre l'évolution du talent
ses intérêts, ses enjeux, son quotidien, et pas forcément de s'occuper d'une personne juste au début et après d'enchaîner l'accompagnement de plein de personnes, mais vraiment d'aller jusqu'au bout avec un collaborateur. C'est ce que tu mets en place, il me semble, Laura. Est-ce que tu as un retour? Je sais que c'est pas forcément ta spécialité, mais peut-être que tu sais comment ça se passe. Oui, effectivement, nous, on essaye d'avoir un HRBP par scope de métier. Donc, on a, alors chez nous, toutes les équipes tech, ça s'appelle les équipes labs. Et donc, on a une HRBP en fait dédiée à tout ce scope labs. Et donc, déjà, nous, dès qu'on fait un recrutement, elle est au courant qu'on a fait ce recrutement, même si la personne n'arrive que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, mais elle sait que Jacques arrive dans 3 mois, que du coup, elle pourra rencontrer Jacques dès qu'il arrive et puis le suivre. Alors j'allais dire de manière assez régulière, sans pour autant évidemment être sur son dos, parce que bah, forcément quand un nouveau collaborateur arrive, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, voilà, au moins se présenter et lui présenter un petit peu euh, euh, son rôle à elle aussi en fait chez Miracle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent un HRBP, ok, Human Resources Business Partner, mais c'est très flou en fait pour eux. Et donc aussi se présenter et lui expliquer en quoi elle pourra lui être utile entre guillemets tout au long de son cycle en fait chez Miracle, que ce soit encore une fois sur de la formation, des envies d'évolution, des questions peut-être un peu plus administratives entre guillemets. Et donc du coup, comme elle a ce scope, elle, ça lui permet vraiment de pouvoir aussi rentrer en profondeur pour bien comprendre ah ben, tu es développeur chez Miracle, je comprends un petit peu ce qui pourrait te faire envie. Voilà comment moi je peux me positionner pour vraiment t'accompagner. Et donc elle est là, ouais, tout le cycle de vie chez Miracle. Et quand les collaborateurs malheureusement décident de partir en période d'offboarding, elle les rencontre aussi pour un petit peu clôturer la chose. Et comme ça, la boucle, elle est bouclée tout au long de la vie du collaborateur chez Miracle. Super intéressant. Voilà, ça fait sens hein, qu'il y a cet accompagnement de bout en bout et que ça puisse se passer comme ça. Une autre chose qui est hyper importante, qui va un peu dans le même, voilà, dans la même philosophie, dans la même idée, c'est de comprendre et d'écouter vos collaborateurs vraiment. Et pour ça, c'est important de trouver les bonnes manières hein, finalement d'écouter vos collaborateurs. Moi, ce qu'on met en place côté Ego, qu'on fait chez nous en interne, mais qu'on fait aussi beaucoup pour nos clients en amont de toute mission client, c'est ce qu'on appelle l'INPS, c'est l'Employee Net Promoter Score. C'est un questionnaire nous qu'on caractérise en 10 questions où en fait on donne l'opportunité de manière anonyme en plus aux collaborateurs de donner leur avis sur 10 thématiques d'expérience employée. Donc ça peut être des questions liées à la carrière, l'évolution de carrière, des questions liées au management, au leadership dans l'entreprise, des questions liées à la compréhension de la roadmap, de la stratégie globale de l'entreprise, tout ce qui peut avoir un impact sur l'expérience que va vivre l'employé dans l'entreprise et donc qui va impacter sa motivation et sa fidélisation. Et donc l'INPS, c'est quelque chose d'hyper précieux parce que une fois que vous avez récupéré toute cette matière et que vous avez récupéré toutes les informations de vos collaborateurs directement, vous savez prioriser, vous savez sur quoi ils vous attendent. Donc déjà, il y a une prise de conscience qui a lieu grâce à cette INPS. Et ensuite, vous pouvez mettre en place un plan d'action, une roadmap qui va vous permettre de lancer des chantiers à plutôt court, moyen et long terme. Vous verrez bien, en fait, une fois que vous aurez réalisé ce type d'exercice, de questionnaire, qu'est-ce qui est intéressant à lancer. L'objectif, c'est de montrer à vos collaborateurs que vous prenez leur avis, que vous leur demandez leur avis, que vous prenez en plus action par rapport à tout ce qu'ils ont pu vous remonter et que vous les incluez, que vous les impliquez dans la réalisation de tout ça, parce que les collaborateurs, en général, moi, c'est ce que je vois, ils sont hyper demandeurs, ils sont toujours partants pour participer, pour contribuer à l'amélioration globale de l'entreprise, parce que ça va aussi impacter, améliorer leur propre quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux, les inclure, les impliquer pour l'amélioration globale de l'entreprise. C'est hyper intéressant. Si vous savez pas exactement ce que c'est l'INPS, comment le mettre en place, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie de vous en parler ultérieurement. C'est vraiment hyper important. Et nous, on est en train de le lancer chez Ego aussi pour l'avoir chez nous aussi. Et la troisième best practice que j'avais envie de vous partager, c'est plutôt un mot presque un peu en conclusion, c'est de rester en veille, de s'inspirer de l'externe et d'éviter aussi le côté copier-coller. Parce qu'on vous a partagé là avec Laura plein de choses, mais le piège à éviter, je pense que vous le savez en théorie, c'est de se dire ah oh bah c'est super, je reprends tout ça, je le mets en place chez moi et ça va rouler.
Alors, il faut faire attention. Le but, c'est quand même que vous puissiez contextualiser toutes ces best practices que vous voyez dans votre contexte, dans votre culture d'entreprise, par rapport à ce que vos collaborateurs veulent aussi, que vous puissiez évidemment vous inspirer, mais bien personnaliser et adapter tout ça à votre contexte, parce que c'est ça qui va faire la différence vraiment. Et du coup, la dernière chose que j'avais envie de vous partager, et ça va faire sens avec des questions qui ont été posées sur comment est-ce qu'on applique aussi tous ces conseils. Moi, ce que j'avais envie de vous présenter assez rapidement, c'est deux approches, l'approche People Operation et l'approche Gross Hiring. L'approche People Operation, pour vous en dire quelques mots, vraiment, l'objectif là, de ces techniques, c'est d'adopter un mindset et mettre en place toutes ces best practices dans une stratégie qui vous permet de structurer votre stratégie interne et booster votre impact. Donc là, l'équipe People Operation, en quelques mots, c'est une équipe qui intègre le département RH qui est en place, mais qui va vraiment se concentrer, se consacrer à la conception et l'amélioration continue de toutes les pratiques et de tous les processus qui vont avoir un impact sur l'expérience proposée aux employés et aussi aux candidats. L'équipe People Operation, elle a deux missions. La première, c'est d'attirer et de recruter les talents en continu, d'avoir vraiment un environnement propice pour une stratégie propice à l'attraction des candidats. Et la deuxième mission, c'est une fois qu'on a recruté tous ces super candidats, c'est cool, mais l'objectif maintenant, c'est de proposer un environnement et des processus et des pratiques qui vont permettre à ces talents d'être motivés, d'être productifs et d'être fidèles du coup à l'entreprise. Et du coup, cette équipe, elle a des caractéristiques qui sont un petit peu différentes peut-être de ce que vous pouvez connaître dans l'équipe RH plus traditionnelle. Voici là à l'écran, vous voyez les 4 caractéristiques de cette équipe. Un double focus, je vous en ai parlé, l'expérience employée, mais l'équipe PeopleOps, elle est aussi garante que tout ce qui est mis en place soit efficace véritablement dans l'organisation. C'est une équipe transverse et multicompétences. Vous imaginez bien que pour traiter tous ces sujets-là, c'est intéressant de multiplier les compétences, d'avoir des personnes qui savent faire, pourquoi pas, du marketing. On se rend compte, on parle beaucoup de marque employeur. On voit qu'il y a un vrai impact sur la communication interne aujourd'hui. Même recruteur, la façon dont vous devez attirer, et maintenant c'est un vrai challenge. Quand on parle des profils tech, en plus on sait qu'il y a une stratégie d'approche. Je pense que les compétences de marketing, de copywriting, etc., c'est pas du luxe dans ces métiers-là. Donc, c'est justement une équipe qui va pouvoir mélanger des compétences et avoir un panel de compétences assez large et complémentaire pour avoir un impact pas forcément individuel sur l'individu dans l'entreprise, mais vraiment un impact sur l'organisation et avoir, eux, ils fonctionnent, les PeopleOps, avec une méthodologie de travail itérative, vraiment basée sur l'agilité, prendre beaucoup de feedback, toujours se remettre en question, tester des choses, être dans l'expérimentation et avancer comme ça. L'objectif des PeopleOps, c'est d'aider les RH à atteindre leurs objectifs. Donc, en fait, les piliers, le terrain de jeu que vous voyez là en fond blanc, Corporate Foundation, Talent Attractivity, etc., c'est déjà le périmètre des RH aujourd'hui. Mais la différence, c'est qu'on vient s'appuyer sur les compétences que vous voyez, la couche intermédiaire. On vient s'appuyer sur les compétences marketing, data, management and change, etc. pour encore mieux adresser le terrain de jeu actuel des RH en s'inspirant toujours, en étant toujours en veille sur les tendances business, people et tech, évidemment. Donc ça, c'est un framework que nous, on porte côté Aigo. Pareil, je pourrais faire, je pense, tout un webinaire juste sur ça. Donc, je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez en parler plus amplement, ce sera avec plaisir. Et sur la partie gross hiring, vraiment en 2 mots, peut-être que les recruteurs connaissent ça. Le but de la stratégie gross hiring, c'est un mélange entre les techniques commerciales, marketing et gross, qui sont là vraiment adaptées au recrutement pour aider les entreprises et les recruteurs à optimiser leurs résultats. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je vais vous faire un petit teasing vu l'heure qui tourne. Mais c'est une communauté là qui est en train de se lancer avec toute une académie. Il y a beaucoup de formations. Donc, si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, je vous partage un lien dans le chat du Livestorm. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se fait. Ils sont hyper actifs en ce moment. C'est vraiment une démarche, une approche qui est en train de cartonner. Et je pense qu'il peut vraiment faire la différence dans votre stratégie de recrutement. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et sur le People Operation aussi, ce que je peux vous partager en un lien aussi, c'est le livre blanc People Operation
qu'on a écrit côté Ego, et aujourd'hui, c'est le premier et le seul livre blanc sur le sujet que vous trouverez en français. Donc, si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à consulter notre livre blanc. Et du coup, on a déjà même dépassé le timing qu'on s'était dit avec Laura. Non, mais c'est bon, on va parler 30 minutes et ça va passer vite. Mais en fait, on avait trop de choses à vous raconter aujourd'hui. J'espère qu'on vous a apporté en tout cas plein d'éléments de réponse. Mais on a quelques questions. Donc, on va prendre les prochaines minutes pour y répondre. Alors, il y en avait déjà une de Samy dans le chat qui s'adresse plutôt à toi, Laura. Comment évaluez-vous les profils tech lors du screening chez Miracle? Ouais. Alors déjà sur le premier entretien téléphonique avec le recruteur, nous on va évaluer les choses assez classiques, hein, c'est-à-dire voir ce que la personne recherche, voir un petit peu sa compréhension de Miracle, poser des questions un petit peu sur l'expérience, etc. Et dès le premier entretien téléphonique, en fait, on pose aussi quelques questions techniques. C'est des questions qui ont été créées par le hiring manager. Alors, c'est des réponses, je vais pas dire complètement fermées parce que c'est pas des questions non plus en oui/non, mais c'est pas des questions très très ouvertes non plus. C'est un petit peu dans un entre-deux où il y a potentiellement plusieurs réponses possibles. Et donc, nous, on pose ces questions dès le premier entretien téléphonique avec les candidats. On a les réponses attendues entre parenthèses dans notre système, donc on sait a priori vite si ça le fait ou si ça le fait pas. Et si en fait le candidat répond autre chose, en fait tout simplement on le note et puis en fait après on en fait part au manager. Et donc nous, ça nous permet déjà de faire un premier filtre dès le premier entretien téléphonique pour s'assurer que on soit efficace et qu'on n'envoie pas en entretien technique quelqu'un qui n'a même pas en fait la base, que ce soit sur du Java, du Python, du test ou autre. Et après, le candidat va rencontrer des personnes, des équipes tech, là, pour avoir des entretiens évidemment beaucoup plus approfondis. Mais ça, c'est déjà le premier filtre que nous, on fait à notre niveau. Et on a vu de très bons retours là-dessus, dans le sens où les taux de conversion sont meilleurs, en fait, par la suite. Et donc, du coup, on arrive déjà à bien sélectionner les bons candidats dès le premier entretien téléphonique. Trop bien. Merci pour la réponse. Il y a d'autres choses qui vous viennent comme questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat ou dans l'onglet questions. On avait une autre question de Marine. Dans vos messages de chasse, vous utilisez le tu ou le vous? La question existentielle. Je pense qu'en fait, tout simplement, il faut tester. Je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de s'adresser en fait aux personnes, surtout que tu t'adresses à des développeurs, des testeurs, des designers, des PM. Il y en a qui seront très contents que tu les vois, il y en a qui seront très contents que tu les tutoies. Et c'est pas tellement caractéristique en fait du métier ou de l'âge ou autre. Donc je pense qu'en fait il faut juste tester, faire un peu d'A/B testing et envoyer un batch en fait de messages avec du vous, un batch de messages avec du tu, et voir un petit peu les taux de réponse et puis ce que répondent les candidats, parce qu'il y en a qui peuvent aussi, enfin on peut aussi récupérer en fait du feedback des gens qu'on contacte et qui nous disent non désolé le tu je trouve ça trop familier ou le vous bah non c'est bon on a le même âge on peut se tutoyer. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment juste tester. Pour le coup, ça coûte pas grand-chose et au contraire, on peut avoir du feedback intéressant pour itérer, un peu comme ce que tu disais, Morgane, sur toutes ces approches-là. Tester et itérer, en fait. Oui, complètement. Je pense aussi, ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Par exemple, nous, chez Ego, déjà, on se dit, nous, on se tutoie, en fait. Donc, on a envie de partager la culture de l'entreprise et de se montrer tel qu'on est. Et du coup, en fait, naturellement et spontanément, quand on va parler à des candidats, on va les tutoyer. Parce qu'on se dit, c'est comme ça qu'on est, en fait, et c'est comme ça qu'on a envie de se montrer. Et en fait, si ça plaît pas ou même que ça choque une personne, peut-être que c'est parce qu'en fait, elle va pas fitter la culture de l'entreprise. Si au contraire, assez rapidement, elle va dire ah bah oui, non mais super, le tutoiement, moi, ça me met beaucoup plus à l'aise. Tout de suite, on va se dire ah ok, c'est bon, on est mutuellement à l'aise, on peut échanger sereinement. Mais c'est vrai qu'on a des clients aussi qui ont des process, qui ont des habitudes aussi de vouvoiement, et on a eu tendance à leur dire mais testez le tutoiement, vous verrez, etc. Et au final, il y a des personnes, on se rend compte, qui sont pas à l'aise avec ça. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que ça fasse partie de votre culture. Vous pouvez regarder un petit peu d'où sont issus aussi les candidats que vous chassez. Là, c'est un exemple, mais nous, on travaille avec des grands groupes de conseil, et on se rend compte que les candidats qui sont notamment issus de ces grands groupes de conseil ne sont pas forcément hyper à l'aise avec le tutoiement parce qu'ils sont
ils sont trop habitués au vouvoiement en fait. Et du coup, on s'adapte. On se dit, ok, si on veut adresser ce type de profil-là, que cette personne elle a X années d'expérience dans des grandes boîtes de conseil, etc., où on sait comment ça se passe, on sait que c'est du vouvoiement, que c'est plutôt formel, etc. Dans un premier temps, on va s'adapter à la personne pour la mettre à l'aise. Donc, on va adopter le vouvoiement, on va peut-être adopter un petit peu ses codes, mais au fil du processus de recrutement, on va switcher doucement, ou en tout cas lui faire comprendre comment ça se passe chez Aigo. Et c'est un peu différent de ce qu'elle a connu dans le passé. Nous, on est plutôt sur du tutoiement, on n'est pas forcément costard-cravate, etc. Donc, on montre un petit peu nos codes et au fil du processus de recrutement, il y a un pas qui est fait l'un vers l'autre et on voit à la fin, effectivement, si ça fit ou si ça fit pas. Et puis rien n'est ancré dans le marbre, en fait, c'est aussi de l'intelligence émotionnelle aussi, de savoir s'adapter à son interlocuteur dans les deux sens. Nous, savoir s'adapter au candidat et peut-être le candidat s'adapter à nous et voir comment ça fit. Ouais. Complètement. On a une question de Julie dans l'onglet questions. Merci Julie d'avoir posé cette question dans l'onglet questions. Comment appliquer tous vos conseils pour des recruteurs en cabinet? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on a la chance d'être en interne, on a tout le monde facile d'accès. Quand on est en cabinet, ça peut être un petit peu différent. Je pense que, à part le fait qu'il n'y ait pas forcément des équipes en ligne, il y a d'autres recruteurs avec qui tu peux échanger. T'as les candidats, t'as un large pool de candidats aussi desquels tu peux apprendre en fait en faisant tes entretiens. Et puis encore une fois, toutes les communautés en externe, là il y a beaucoup de choses. Après, je pense qu'effectivement la grande difficulté en cabinet, c'est que il faut réussir à vendre un projet, une technologie, alors qu'on n'a que très peu d'informations au final de la part du client. Et je pense que là, même si je sais qu'il y a beaucoup de clients qui font un petit peu leur liste au Père Noël et qui donnent le billet en mode débrouille-toi et trouve-moi quelqu'un d'ici une semaine, vraiment asseoir en fait sa posture de recruteur et creuser. Et vraiment leur dire que c'est aussi en fait dans leur intérêt, qu'on n'est pas juste là pour les embêter à poser toutes ces questions, à vraiment essayer de comprendre, mais que c'est aussi dans leur intérêt que nous on comprenne bien pour pouvoir ensuite mieux l'expliquer aux candidats et en fait déjà mieux cibler en fait sa recherche, mieux attirer les candidats et puis derrière se donner plus de chances de les convertir en fait dans le process. Donc je sais que c'est pas forcément le plus évident, mais pas hésiter effectivement à challenger et à vraiment poser ces questions à la fois de manière un peu égoïste pour se faire sa propre culture tech, mais aussi en fait tout simplement pour mieux s'aider dans son travail. Trop bien. Peut-être en complément, il y a Morgane Vergniaud qui partageait dans le chat, pour ceux qui n'ont pas déjà en interne les bonnes pratiques comme chez Miracle ou Aigo, il y a les formations de Wellcode qui permettent entre autres d'acquérir le vernis technique et les techniques de sourcing adaptées à l'IT. Merci Morgane pour le partage. Et justement, il est midi. Et peut-être pour conclure ce webinaire en une minute, on a quelques actus à vous partager justement pour vous armer toujours et encore plus de bonnes pratiques. Moi, de mon côté, je vous en ai déjà parlé, le livre blanc People Operation que je vous invite à télécharger gratuitement. Je vous ai partagé le lien déjà dans le chat et je vous partage aussi le lien de la newsletter POPS, donc POPS pour People Ops, toutes les 2 semaines. Du coup, moi, je vous partage des bonnes pratiques pour vous aider à attirer, motiver et fidéliser vos talents. On parle de plein de sujets, hein. On parle de marque employeur, on parle de recrutement, on parle de carrière, on parle de plein de sujets qui vont impacter vos talents. Et je vous partage surtout des conseils hyper actionnables, des templates, des choses que vous pouvez réutiliser directement, des pratiques, des retours d'expérience. Je vous partage aussi les actus, hein. Je vous partage les webinaires comme on le fait aujourd'hui avec Laura. Donc, n'hésitez pas à découvrir et à suivre toutes ces actus. Et de ton côté, Laura, tu avais aussi une ressource à nous partager. Oui, un article que j'ai rédigé qui est sorti tout récemment, ça fait 2 semaines, et qui peut être un petit peu en fait dans cette continuité-là, parce que là, on parlait surtout des sujets tech, mais du coup, les sujets tech, on peut aussi les apprendre en fait des RE managers, et cet article, il est vraiment à destination des recruteurs, peut-être même des RE managers d'ailleurs, pour réussir à créer une relation en fait de confiance et avoir des petits conseils pour avoir une relation réussie et que chacun s'y retrouve et que on puisse avancer sereinement main dans la main. Trop bien. Merci pour le partage. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. Pour les dernières personnes qui sont connectées, parce que je vois que certaines personnes nous ont déjà quittés malheureusement, puisqu'on a déjà dépassé l'heure. Je vous envoie un dernier sondage en une seconde de 1 à 5, à quel point êtes-vous satisfait du webinaire qu'on vient de vous proposer. On espère en tout cas que vous y avez pris autant de plaisir que nous avec Laura aujourd'hui. Merci On à a toutes du et à 5 tous sur en tout 5, cas. du 4 sur 5. Cool. Trop bien.
Top. Eh ben, merci à tous et merci surtout à toi, Laura, d'avoir été là ce matin avec moi. C'était un plaisir d'animer ce webinaire avec toi. De même, merci beaucoup. Bonne journée à tous. À très vite. Bonne Salut. journée, à bientôt.